invités avec nous en ce dernier vendredi du mois pour dresser ce grand tableau de bord des marchés en vous apportant le maximum d'outils d'analyse pour comprendre ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et des derniers mois en cette fin d'année 2025 et anticiper peut-être les dynamiques de marché futures. Kevin Lenoy est avec nous, directeur associé chez Avant-Garde Family Office. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Et Bertrand Lamiel nous accompagne également ce vendredi, directeur général de Ports-en-Par Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Bertrand, la société s'appelle Ports-en-Par, plus de 40 ans après sa création. Vous n'étiez pas là le mois dernier. Je voulais qu'on prenne quand même quelques instants pour rappeler qui était Philippe de Ports-en-Par, dont on a pris le décès il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant, je crois. Il l'a créé. Alors, j'ai retrouvé la date 1987. Il crée Ports-en-Par. Je crois que c'est l'année de création du CAC 40, d'ailleurs. Exactement. Je voulais qu'on redise un mot de Philippe de Ports-en-Par, que j'ai croisé quelques fois dans ma vie, qui est un homme délicieux, d'une disponibilité incroyable, ce qui n'enlève rien aux qualités d'entrepreneur et de visionnaire qu'il a eu quand il a lancé sa société en 1987. Effectivement, quand il reprend en fait, il est agent de change régional à Nantes, puisque à l'époque, il y avait une famille d'agents de change, voilà, c'est ça. Donc, il reprend une société de bourse, comme ça s'appelait à l'époque, à Nantes, société régionale, et donc, avec le métier de gestion privée, conseil et GSM, d'asset management, même si ça s'appelait pas, on gérait des fonds à l'époque, et surtout, introduction en bourse, il y avait tout ce côté d'accompagnement des sociétés pour les porter en bourse, et derrière, faire les augmentations de capital si on avait besoin. On a aussi de temps en temps, malheureusement, un peu trop souvent à notre goût, des retraits de la cote. Donc en fait, la société était là pour véritablement porter haut les couleurs, notamment des mid et small cap, alors régional au départ, et assez rapidement avec un rayonnement national. C'est vrai que la bourse, aujourd'hui, n'est plus qu'une option parmi d'autres pour le financement des entreprises. Mais encore une fois, à l'époque, il y avait quand même une vision, une force de conviction aussi pour aller convaincre les entreprises de s'investir dans la bourse et dans les marchés de capitaux. Avec, alors je sais pas, des histoires incroyables, c'est Beneteau, c'est Helena Santé, c'est Eurofins, toutes ces boîtes-là ont été mises en bourse par Ports-en-Par, la société Ports-en-Par, et Philippe de Ports-en-Par qui a dirigé la société il y a même eu à un moment donné encore quelques années. Les brioches Pasquier qui ont été cotées, qui ont été retirées de la cote, un nom qui parlera un peu à tout le monde. Donc oui, il y a des boîtes qui sont rentrées petites, moyennes, et qui sont des fleurons français aujourd'hui. Qui sont dans le CAC 40 ou aux portes du CAC 40 pour certaines. Donc oui, il y a des belles histoires à raconter dans la durée, avec un accompagnement surtout régulier. Il fallait se battre régulièrement contre des sujets divers et variés, des politiques concurrentielles moyennes. La construction de l'Europe, ça n'a pas toujours été simple non plus, avec des spécificités françaises qu'il a fallu défendre. Et donc oui, c'était tout ça, Philippe de Ports-en-Par, pour ce qu'on en voit à l'extérieur. Et puis surtout, c'était un grand bonhomme de la finance et un grand patron. Grand monsieur. Et la bataille continue, j'allais dire. La bataille pour les small et mid cap continue, Bertrand. D'autant que ça nous ramène à l'actualité du jour et à notre sujet de marché. Si on regarde un peu la photographie de l'année, alors on préempte un petit peu la fin boursière de l'année, mais on se dit qu'on a peu de chance peut-être d'avoir de grands changements dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais en tout cas, vous êtes venu avec un graphique classique, le match entre les indices américains et les indices de la zone euro. L'indice qui fait le mieux, quand on ramène tout en euros, en l'occurrence, c'est l'indice des small et mid cap en Europe. C'est ça un des vrais marqueurs de cette année. Ça faisait un moment qu'on en parlait en voyant bien. Alors, il y avait toujours cette logique de c'est les sociétés qui offrent plus de croissance et qui ont des niveaux de valorisation qui étaient beaucoup plus faibles que les grandes capitalisations, et surtout un déport complet. Personne s'en occupait. Donc on se disait bien qu'à un moment donné, ça allait ressortir. Et donc là, en fait, au moment où le marché redémarre, on doit être le 7 avril, là, on vient de prendre Trump qui dit OK, les droits de douane, maintenant on va discuter. Le point bas. Ça redémarre. Alors, dans la cohue, quand ça redémarre, on voit bien que ça redémarre, et puis régulièrement, on voit que ça fait mieux. Et surtout, chaque saison de publication était la confirmation que les boîtes étaient au rendez-vous, qu'elles arrivaient à conquérir de nouveaux marchés, à faire de la croissance rentable. On est en train de parler de sociétés qui sont rentables. De grande qualité. Donc, et donc ça a enfin été reconnu. Et là, dans la dernière consolidation, ça a bougé, mais finalement, au cours de l'été, on a vu ça. Le MSCI Euro Small Caps, qu'on voit sur votre graphique, a pris beaucoup d'avance au cours de l'été. Et puis, effectivement, il y a eu la consolidation un peu de l'automne, un marché un peu plus à plat.
Et vous dites, dans cette phase de consolidation, c'est un univers d'investissement qui a bien tenu. Oui, encore une fois, à l'appui des fondamentaux, puisqu'on sort de la saison des publications, et sur les mid et small cap, on a eu plutôt des bonnes publications. Et donc, c'est d'autant plus remarquable que sur le segment des moyennes capitalisations, on trouve le grand segment qui marche en Europe, c'est les banques. Oui, à 66% depuis le début de l'année. C'est le leader incontesté. En mid et small cap, souvent, il n'y a pas de banque. En small, il n'y en a pas. Ouais. Et pourtant, ça a tenu. Et en mid, on en a. Donc là, c'est un peu plus logique que ça ait tenu. Mais oui, on est parti. Les capitaux reviennent, mais c'est pas non plus dingue. Et les niveaux de valorisation. C'est pas frénétique, hein. Non, il y a pas. C'est assez silencieux d'ailleurs. C'est pas un call consensuel. Dans les stratégies, non, pas vraiment. Je pense que on souffre encore d'un environnement où globalement, à cause de la politique américaine, mais pas forcément seulement à cause de ça, on a perdu en visibilité. Je pense que tout le monde a bien compris, alors là pour le coup, du fait de la politique américaine, que pendant 4 ans, ça va être compliqué, et que du jour au lendemain, il peut y avoir un système de porte de saloon qui se met en place. C'est peut-être ça qui retient les investisseurs d'aller sur ce segment, mais pour le coup, là, il manque quand même quelque chose, parce qu'en Europe, le segment des mid and small, en part de capitalisation, c'est 15% de la cote européenne quand même. Donc, et je pense que dans les allocations, on n'est pas à 15%. On n'est pas à 15. Mid and small. Il y a une telle focalisation sur, quand je dis large cap, je devrais même dire les méga caps américaines qui attirent toute l'attention et tous les capitaux, une bonne partie des capitaux. C'est vrai que quand on regarde small et mid, on se dit, oulala, je suis très très loin du truc chaud du moment, alors que, encore une fois, c'est un indice MSCI Euro Small Cap qui fait mieux, ou en tout cas qui est au coude à coude avec un indice d'actions plus large qui est l'Eurostock 50. Par exemple. Oui, et puis il y a toujours cette idée que, on le voit là sur le graphique qui va probablement arriver. Ouais. Et quand je fais ce graphique, objectivement, je vais regarder les sociétés, parce que pour faire une bonne performance, alors j'enfonce des portes ouvertes, mais... C'est l'idée que c'est un univers d'investissement où on trouve les surperformances les plus importantes. Vous avez mesuré le nombre d'entreprises qui sont capables de doubler de valeur sur une année de bourse. C'est ça. En 2025, j'ai pris, alors je devais être au 31 octobre, je pense, le nombre de valeurs qui ont doublé depuis le début de l'année. Et je pensais que c'était un match qui était plié avec le Nasdaq et les États-Unis devant tout le monde. Non, la surprise, donc aux États-Unis, il y a 2,5%. Il y a moins de 3% des valeurs aux États-Unis qui ont doublé sur l'année. Sur l'année. Sur un indice large européen, on est autour de 3%. Et sur les mid and small, en fait, là, plus de 5%. On dépasse 5%. C'est une surprise quand même, je trouve, je m'attendais à voir les États-Unis loin devant l'Europe. Donc, comme quoi, ça fait du bien de temps en temps de revenir sur les fondamentaux et pour avoir des choses nettes. Donc oui, ce qui explique, c'est ce qu'on a vu dans notre fonds, où on a vu que on avait 2 ou 3 valeurs qui avaient fait 100%. Alors ça aide beaucoup pour la performance, forcément. Et donc oui, il y a ce vivier qui est là. Et pour des boîtes qui ont fait des parcours immenses, les niveaux de valorisation sont pas délirants, parce qu'en fait, les publications ont confirmé que la croissance était au rendez-vous, la rentabilité également. Et donc, c'est juste une reconnaissance. On sort de 4 ans de disette quand même. Sur les 4 dernières années, les mid et small ont fait la moitié de la performance des grandes. C'est-à-dire que les grandes ont dû faire 50% à peu près, mid and small... Mais avec des raisons fondamentales. La dynamique bénéficiaire aussi a été à un moment un peu abîmée. En fait, on a eu, sur les dernières années, le luxe qui a tiré de manière très forte, avec des marges exceptionnelles et des croissances à plus de 20%, sur des sociétés qui étaient à plusieurs dizaines de milliards de capitalisation. Voire centaines. Donc derrière, c'est compliqué de suivre. En plus, c'était gros dans les indices. Donc là, il y avait un double effet boule de neige qui fait que, oui, il y a eu un déport. En plus, c'était liquide. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour aller sur les grandes capis. Et donc là, le jeu est en train de s'égaliser. Et donc, ça permet de remettre en lumière ce segment qui, pour nous, reste intéressant. Et la performance qu'on fait cette année n'entrave en rien le fait qu'on puisse recommencer sur les années à venir. Tu parles, oui, effectivement. Il y a du retard à rattraper, comme vous le disiez. Les allocataires ou les gérants sont encore loin d'être neutres par rapport à ce que représentent ces small et mid cap dans le marché européen. Encore une fois, des SMID en Europe, dont 5% ont doublé avec des performances de 100% ou plus depuis le 1er janvier. Donc, un bassin très riche pour les surperformances de valeurs spécifiques. C'est un segment
vous aimez un peu, beaucoup, pas du tout, Kevin Lenouaille? C'est un segment qu'on aime beaucoup, effectivement, qui est assez exceptionnel, mais qu'on a peu en portefeuille. Et confirmation de ce qu'on décrit. Et oui, absolument. C'est un segment qui est assez exceptionnel, effectivement, comme le disait très bien Bertrand, très profond, effectivement, en termes de capacité de progression, de croissance, des fondamentaux qui sont très solides, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler, on reste sur des années en portefeuille qui ont été très délicates, avec aussi des fondamentaux qui se sont dégradés. N'oublions pas qu'on a souvent une avance sur les cycles et on avait vu une dégradation des croissances bénéficiaires il y a maintenant 24-36 mois, donc ça avait été très dur. Et puis, il y a un retard aussi de liquidité qui a peut-être éteint quelques intérêts de ce point de vue-là. Donc, quand vous mettez tout cela bout à bout, globalement, on aime beaucoup, on sait où est le vivier, mais on voit que ça attire peu, et notamment en gestion privée, il y a encore quelques hésitations, à revenir sur ce type de segment-là. Qu'est-ce qui manque pour vous? Qu'est-ce qui pourrait peut-être modifier votre approche du segment de marché et la perception aussi du client en gestion privée, qui est importante à prendre en compte, bien sûr? La perception du client, globalement, ce sera une rotation nécessaire, c'est-à-dire que les autres segments qu'on a en portefeuille stagnent. D'accord. Il faut que le momentum s'épuise sur d'autres segments de marché. Aujourd'hui, c'est une facilité peut-être d'être dans les larges, mais n'oublions pas également que la surperformance des small limits que vous évoquez, elle est aussi parce qu'il y a le dollar face à nous sur la partie américaine. Et donc de ce point de vue-là, si on le rebascule en effet de change neutre, de ce point de vue-là, les États-Unis contribuent de très bien performer ici. Donc ça, c'est le premier sujet, effectivement, c'est qu'il faut peut-être désactiver un peu la chose, en tout cas sur ce que l'on a en portefeuille pour revenir à l'intérieur de ça. Et puis, et ça c'est un vœu pieux, ça ne concerne pas forcément nos clients, mais ça concernera peut-être nos gestions et notamment Bertrand, c'est aussi une aide du politique, je vais le dire ainsi, de ce point de vue-là. On le voit aujourd'hui, il n'y a pas forcément, on le sent aujourd'hui, d'aide à l'investissement justement dans ces petites et moyennes sociétés qui sont peu vues à l'heure actuelle, et on privilégie beaucoup plus les actifs non cotés, par exemple les actifs privés, comme on a l'occasion de les appeler ensemble, que des actifs de la sorte. Et aujourd'hui, ne nous cachons pas que cela peut manger aussi des croupières dans des gestions privées, par exemple. C'est vrai qu'il y a cette concurrence des marchés privés aujourd'hui pour les small et mid cap. Bertrand, il faut être lucide aussi par rapport à ça, j'imagine. Oui, clairement. Et d'ailleurs, d'autant plus qu'on a des niveaux de valorisation, pour le coup, au niveau du private equity, qui sont plus élevés, quoi. Donc pour l'entrepreneur, forcément, il a tendance, ce qui est logique, il y a une prime d'illiquidité, voilà. Dans ce monde aujourd'hui. Et ça pose le sujet de ce qu'on appelle le continuum du financement. C'est-à-dire qu'une des voies de sortie, parce qu'une fois que vous avez fait un tour, deux tours, donc dans le private equity, c'est la bourse, parce que vous avez atteint une taille suffisante et vous voulez après faire une augmentation de capital de 100, 150 millions, que le private equity ne sera pas forcément capable de suivre. Et donc, une des solutions, c'est d'aller en bourse. Et là, pour l'instant, on voit que ça coince. Alors, on a des IPO, c'est la bonne nouvelle, qui vont arriver, donc qui sont signés et qui vont se faire sur 2026. Mais sur cette année, sur la bourse de Paris, on ça en a eu pas une, deux. Voilà. C'est ça. Alors que les indices, globalement, se portent bien. Donc, ça revient. On a des marques d'intérêt, il y a beaucoup de choses. Là, pour le coup, la place a fait les programmes étincelles, IPO Ready. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour engager ces sociétés qui ont la taille et qui pourraient prétendre à rentrer en bourse avec des modules de connaissances. Enfin bref, tout un lobbying qui est... Et on peut lever des capitaux. Enfin, Transgène, je crois, vient de lever un peu plus de 100 millions d'euros en bourse, avec une part réservée aussi aux investisseurs particuliers. 100 millions à la taille des marchés français et européens, c'est pas rien. Ah oui, non, c'est une très belle augmentation. C'est une belle levée de fonds. C'est une très belle levée de fonds. Donc voilà, on espère que ça va continuer et qu'on va venir enrichir la côte parisienne. Je voyais, les valos sont quand même aussi en train de s'ajuster dans le non-coté. On regarde régulièrement l'indice Argos qui fait foi et qui mesure les prix d'acquisition moyens ou médians chaque trimestre pour l'univers des PME non cotées en Europe. Ça fait plusieurs trimestres que ça baisse, et là, on est à un point bas de près de 9 ans, je crois, avec des multiples de l'ordre de 8,7 fois VE sur EBITDA, alors qu'on est monté quasiment à 10 ou autour au moment des pics de valorisation sur ces marchés de PME non cotés en Europe. Oui, de manière générale, il faut qu'ils arrivent à peu près au même niveau pour qu'on ait justement cette capacité et que la bourse ait un véritable intérêt à offrir une liquidité et une valorisation qui soit en ligne avec ce que ça permet des portes de sortie pour des investisseurs qui auraient des participations trop importantes, mais difficilement revendables en privé. Bon,
On verra. La dynamique M&A a un peu redémarré en Europe, effectivement, cette année, même si on reste assez en retard par rapport aux autres zones dans le reste du monde. Mais l'ajustement des prix dans le non-coté, normalement, doit permettre une réaccélération des opérations de M&A dans l'univers des PME européennes. Si on regarde les valorisations des grands marchés cotés, cette fois, avec vous, Kevin, donc vous avez les valorisations comparées. On regarde le PER forward, donc le ratio prix sur bénéfice, 12 mois devant nous, avec déjà une comparaison géographique entre les marchés américains, S&P 500, le MSCI Europe et le MSCI Emerging Markets. Et puis, on voit en dessous, effectivement, marché par marché, vous affichez le PER moyen sur 15 ans et le PER actuel. On voit que la plupart des marchés développés, à commencer par le marché américain, sont très au-delà, en termes de valorisation aujourd'hui, de la moyenne historique sur les 15 dernières années. Absolument. Toujours ce graphique que j'aime actualiser, et la conclusion reste la même si on va parler d'un ajustement ce mois-ci, c'est que les marchés sont chers, effectivement, et c'est quasiment unanime, en fait, quelle que soit la géographie. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de sortir un peu de ce que l'on entend. On a beaucoup de bruit médiatique, effectivement, sur cette bulle d'IA, sur ces valeurs technologiques. On y reviendra sur un découpage, cette fois-ci plutôt sectoriel tout à l'heure. Mais si on prend déjà en sens géographique, on n'a pas de marché qui est spécifiquement décoté. Oui, les États-Unis continuent d'être devant très largement et la prime s'écarte, on va le voir bien entendu, mais malgré tout, on a aussi des marchés, on le voit sur le premier graphique, européens et asiatiques qui restent chers en absolu. On met de côté en fait cette anomalie statistique post-Covid et on se retrouve vraiment sur des hauts statistiques. Et quand on descend effectivement d'un cran géographique, là on peut le regarder, on parle souvent des marchés émergents en termes de diversification potentielle, et bien là, pris dans l'ensemble, on n'a pas de survalorisation une nouvelle fois, mais on peut absolument pas dire que c'est cher de ce point de vue-là. Et les marchés qui attirent le plus, rappelons-le, sur les émergents, aujourd'hui, ce sont quand même les marchés indiens, chinois qui ont fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Là, on a une requalification du LATAM potentiellement dans les prochains mois, mais ces marchés-là, on le voit à l'écran, sont chèrement valorisés. C'est pas des marchés pas chers. Pas des marchés pas chers, absolument pas. Il y a en fait très peu de marchés non chers. Alors ce qui ressort, ce sont les Philippines, de ce point de vue-là, la Malaisie éventuellement qui peut y tomber, mais ça reste globalement des ovnis en termes de marché. Après, on peut rentrer ensuite en lecture sectorielle, ça donne autre chose. Mais ici, effectivement, ça nous permettait de sortir d'une image d'Épinal qui était une cherté uniquement américaine, ce qui n'est pas le cas, même si on le voit à l'écran. On respire quelque peu sur le mois, puisque effectivement, on a eu un décrochage qui était relativement important. Et donc, de ce point de vue-là, on est sur un marché qui est un peu plus audible que le mois dernier. Ouais. Donc une petite correction des valorisations, et c'est vrai que si on regarde ces valorisations d'un point de vue sectoriel, alors là on est sur le marché américain, Kevin, avec le segment de l'IT, de la tech, le segment des industriels, des financières, et puis l'ensemble du S&P 500, vous l'avez marqué avec ces petits ronds rouges, qui sont à chaque fois des tops de valorisation pour l'indice S&P 500 IT, les télécommunications, et donc les grandes valeurs technologiques américaines, les hyperscalers, etc. C'est ça, absolument. Alors ici on ne pouvait pas mettre tous les secteurs au risque d'être brouillon, bien entendu. Et je tiens à préciser que je ne fais pas d'analyse graphique ici. Mais il y a quand même 3 tops de marché. Voilà, exactement. Mais effectivement, pour un béotien comme moi, c'était facile de voir ces 3 tops, absolument. La première chose que l'on peut dire, effectivement, indice technologique, oui, c'est cher, effectivement. Et on le voit sur la flèche que j'ai tracée, on a surtout un écartement de cette prime technologique qui est assez effarant, et effectivement, depuis le début d'année, y compris, de ce point de vue-là. Donc ça se retient, et on voit bien, effectivement, que cet indice technologique, il bute à chaque fois sur ces hauts niveaux de valorisation. Pas pour les mêmes raisons, rappelons-le toutefois. On a de l'endogène, certes, mais on a aussi de l'exogène à l'intérieur. Donc c'est aussi pour ça que la technicité, l'analyse technique ici, n'est pas bienvenue du tout, je le précise bien. Surtout, ça nous permet de voir malgré tout que d'autres segments, effectivement, là aussi, en absolu, ce n'est pas peu cher. Mais c'est moins cher, en relatif. Vous savez, c'est toujours cette dialectique du politique. Et effectivement, il y a quelques marchés qui vont tirer leur épingle du jeu, ou quelques segments. Les industries, comme on entend souvent parler aujourd'hui, ne sont pas peu chères. On le voit en relatif du S&P 500, que je trace ici en bleu foncé. Ce n'est absolument pas peu cher de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, on le voit, ce décrochage, il sert des valeurs financières aujourd'hui qui étaient réputées chères de ce point de vue-là en absolu. Oui, mais en relatif, ça redevient très intéressant. C'est sûrement l'un des pickings de 2026 potentiels, en tout cas nous concernant. Sur le marché américain, sur le marché américain, bien entendu, vous avez entièrement raison. C'est sûrement l'un des pickings que l'on apprécie parce que, certes, on a déjà eu une très belle histoire de ce point de vue-là, mais les BPA continuent d'être très bien orientés. On a un effet de dérégulation qui va arriver, on a un effet de baisse des taux, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, le sujet est de se dire, avec un biais effectivement sectoriel,
on peut recommencer un découpage. Maintenant, la suprématie de la technologie nous semble pas refermable. Je fais le parallèle avec ce qu'on disait par rapport à ces hyperscalers. Rappelons que sur 2026, je regardais les chiffres avant de venir ici, on est à plus de 20% de hausse des BPA anticipés sur 2026. C'est 10% pour les 493 autres entreprises. Oui, il y a une dynamique fondamentale derrière ces niveaux de valorisation. Exactement. On peut pas nier la qualité et la prime, dans ce cas-là, se paye. Bon. Et donc, c'est pas une bulle. Non, ce n'est pas une bulle. Je crois qu'on avait déjà eu le mot ensemble, qui était de dire ce n'est pas une bulle généralisée, mais il y a des bulles et c'est certain. C'est certain. Et le marché le montre bien. Globalement, il y a une inquiétude qui est réelle. Une bulle, ce sont des flux et des flux qui sont décorrélés de la réalité. Les flux, ils sont là et les flux peuvent être inquiétants, certes. Par contre, la réalité, en tout cas, ce que l'on en a, c'est la comptabilité. On peut s'arrêter qu'à cela autour de la table. La comptabilité, elle parle d'elle-même. Elle est bonne de ce point de vue-là. Les résultats sont là. Et rappelons que ce qui est fait aujourd'hui en termes de CAPEX est évidemment extra statistique de ce point de vue-là. Par contre, les rendements que l'on obtient et les bénéfices que l'on obtient, ils sont aussi totalement sortis du cadre. Donc pour l'instant, pas de bulle de ce point de vue-là. Et on pourrait également rajouter que ceux qui financent ces CAPEX sont cash rich de ce point de vue-là. C'est vrai. Et on n'est pas du tout dans la même situation de risque sur les bilans avec un tel investissement. Bulle, pas de bulle, mais des interrogations quand même, et ça c'est l'aventure technologique qui nous offre ce frisson, mais des interrogations sur qui sera le vrai leader, qui ramassera la partie de la valeur la plus importante. On a pensé tout au long de l'année, et c'est vrai que ça fait 12-18 mois que c'était le play assez facile de se dire que les vendeurs de pelle et pioches et Nvidia en premier lieu étaient les véhicules d'investissement les plus simples de ce point de vue-là. On a vu ces derniers jours et ces dernières semaines que des doutes commençaient à apparaître, ou en tout cas, pas forcément des doutes, mais en tout cas que l'idée d'une concurrence crédible, solide, sérieuse, au modèle d'OpenAI et derrière à l'utilisation des GPU de Nvidia était peut-être en train de se mettre en place ou d'arriver. En tout cas, c'est ce que le marché semble avoir pris en compte au cours de ces 2 dernières semaines. Totalement, absolument. On voit la nervosité de marché à ce moment-là. Rappelons quand même que depuis le mois dernier, on a eu une publication qui était exceptionnelle, celle de Nvidia. On se souvient tous du blouson en cuir nous annonçant que tout va bien. On continue comme The Godfather et on rentre dans un cercle vertueux. Nous l'oublions pas, il l'a bien précisé. 62% des bénéfices, de croissance des bénéfices d'année en année, tout de même. Et pourtant, ça ne suffit pas parce qu'effectivement, des doutes commencent à émerger. Je vais quand même ici maintenir un cap. Pas des doutes sur Nvidia, des doutes sur la capacité de Nvidia à maintenir 80-90% de part de marché ad vitam aeternam sur ce genre de marché. Parce que le marché nous a habitués à avoir non pas des hyperscalers, mais des monopoles. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on assiste à un nouveau monopole en formation ? Or, l'histoire, pour l'instant, semble décrire le contraire. Et pour rejoindre ce que vous disiez, ça me semble malgré tout continuer de plaider pour chercher les vendeurs de pelles et de pioches, de ce point de vue-là. D'accord. Mais qui vont peut-être être un peu plus diversifiés que simplement Nvidia first, quoi. Nous semble-t-il. Et notamment, et on en parlera sur les aspects de valorisation, mais un Google Alphabet que vous citiez en introduction fait partie, et c'est pas un nouveau venu dans le champ effectivement technologique, fait partie de ceux qui semblent en capacité aujourd'hui de mettre Nvidia à bas, ou en tout cas de rebattre les cartes. C'est peut-être la vraie nouvelle des derniers jours, c'est que le dernier modèle d'intelligence artificielle d'Alphabet Google, Gemini 3 Pro, a explosé tous les compteurs des classements, en dépassant très largement ce qu'était capable de faire ChatGPT 5.1 aujourd'hui. Et on a vu même un modèle d'Anthropic, Opus 4.5, lui aussi s'est levé aux premières places du classement devant ChatGPT. De voir ChatGPT relégué au pied du classement ou en 3e position, c'est compliqué pour une entreprise comme OpenAI qui doit nécessairement maintenir son leadership technologique au regard des engagements financiers qui sont pris sur les prochaines années. Là, qui n'a pas d'autre choix. Absolument, on est dans des conséquences potentielles sur tout l'environnement qui sont trop importants pour les négliger. Mais c'est un moment DeepSeek bis, potentiellement. On en reparlera l'année prochaine. Mais là, on est effectivement dans un moment DeepSeek, c'est-à-dire qu'on rebat les cartes et on va vérifier si, justement, les modèles peuvent s'améliorer. C'est ce que l'on nous vend, rappelons-le. Alors, j'ai entendu parler du concept de bulle rationnelle. Oui, non, mais
Chaque nouvelle époque nous apporte son lot de nouveautés également. Mais est-ce qu'on arrive à rationaliser quand même ce qui se passe aujourd'hui sur cette tech américaine, au-delà de la frénésie et de l'attention, encore une fois, que ça accapare chez les gérants et les investisseurs? Bertrand. Oui, alors... Quelques rappels utiles là, sur la tech américaine. Quelques rappels utiles sur la tech américaine. Donc, la tech américaine tire alors c'est 35% de la capitalisation du S&P 500. Ouais. Donc, à la question, est-ce que c'est Nvidia ou pas, de toute façon, on ne va pas mettre 35% sur une valeur. Donc, en fait, bonne nouvelle, vous pouvez avoir plusieurs valeurs de tech et donc après, faire vos arbitrages. Donc, ces valeurs de tech, oui, elles ont des croissances, elles ont des marges très supérieures aux valeurs non-tech, et elles ont une croissance de ces marges supérieure à celle des valeurs de non-tech. Donc qu'elles soient leaders, c'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant. Et après, il faut regarder, parce que, par exemple, Tesla, il y a un sujet sur la valorisation. Si on regarde Tesla juste comme une entreprise automobile, là, effectivement, c'est super cher. Oui. Si on regarde ce qu'il y a derrière, ce qui va arriver, ce qui pourrait être monétisé, là, le doute s'installe. Mais en plus, c'est des boîtes donc, qui sont énormes. On est au-delà des 1000 milliards de capitalisation et qui font des investissements, qui investissent, qui ont l'habitude d'investir, qui ont derrière les hommes et les femmes qui sont capables de utiliser ces investissements. Alors, certains vont se planter, certains vont être en retard, et ils ne seront pas tous premiers. Mais voilà, on est dans ce moment-là. Donc forcément, à un moment donné, là, c'est Gemini 3 qui met un peu le doute. Demain, ce sera autre chose. Ah oui, c'est la course de petits chevaux derrière qui se met en place, bien sûr. Chaque mois, on aura peut-être... On est au début, on commence à voir des choses dans les entreprises, mais c'est pas encore... c'est en train de se diffuser. Donc oui, il y a... concrètement, en bourse, on comprend que les choses bougent. Et puis là, on parle des grands, mais il y a tous ceux qu'on appelle aussi les néo-clouds. Comme par exemple des sociétés comme Nebius. Donc là, c'est les anciens de Yandex. Donc ça, c'est le Google russe qui a été exproprié. Oui, je me souviens de ça. Ils ont remonté une boîte qui s'appelle Nebius, dans laquelle ils ont trois sociétés potentiellement spin-offables qui peuvent faire du bruit sur le marché parce qu'elles sont exceptionnelles. En fait, qui mettent en place des logiques de leasing. C'est-à-dire qu'on a décrit ici plusieurs fois la course qu'il y a eu pour obtenir les fameuses puces Blackwell, où tout le monde fait la queue pour en avoir. Ouais. Voilà. Nebius en a, et donc du coup, lui, il a ses data centers. Et donc du coup, pour des grands acteurs ont signé des deals avec Nebius en disant, OK, je vais prendre des parts dans ton data center, parce que manifestement, donc il y a le sujet de ça, et il y a le sujet aussi de l'électricité. Ouais. Et l'électricité, c'est important. Aujourd'hui, les data centers, c'est 3,5% de consommation de l'électricité mondiale. Les projections sont... On retrouve à peu près les mêmes chez différentes sociétés d'analyse. Ça va faire du x3, x4 à horizon 2030. Et ça, c'est une électricité qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, il va falloir apprendre. Vous dites que c'est la course aux puces et aux watts. C'est-à-dire qu'il y a une première limite physique qui s'impose à l'intelligence artificielle, c'est la capacité à avoir l'énergie nécessaire pour faire tourner ces centaines de data centers. Donc, ça veut dire qu'il va falloir produire de l'énergie. Donc, ce qui explique que nous, dans nos thématiques d'investissement, on a évidemment de la tech américaine, mais on a aussi pas mal de sociétés qui sont des producteurs, des stockeurs, des économiseurs d'énergie. Qui marchent plutôt pas mal et qui permettent d'avoir une diversification. Parce que là, c'est important. On est en train de dire que les data centers, en 2030, c'est le 4e pays au monde en consommation électrique. Donc vous mettez États-Unis, Chine, il doit y avoir Japon en 3e, et le 4e, c'est l'ensemble des data centers, pour vous donner l'ordre de grandeur. Et donc là, oui, il y aura du boulot. Et aujourd'hui, on est sur une logique où tout doit aller très vite. Je veux des puces Blackwell, je veux de l'électricité. Les data c'est la course à la captation de la ressource. Voilà. Des sociétés comme Nebius, alors d'autres le font probablement, mais pour Nebius, c'est sûr, on le sait, puisque ça fait partie de leur axe de communication. Ils nous disent, oui, alors nous, on fait aussi des choses plus smart, plus malignes. C'est-à-dire que si vous venez chez nous, vous aurez un rendement meilleur parce qu'on a l'habitude de faire et donc on sait mieux utiliser nos ressources, que ce soit les puces, que ce soit l'électricité. Et donc, ils le prouvent, ils ont même fait un livre blanc.
disponibles sur leur site web. Donc, vous voyez, ça va assez loin dans la recherche et dans la preuve de recherche. Donc, puis encore une fois, Kevin parlait du moment DeepSeek, peut-être un moment DeepSeek bis aujourd'hui, mais DeepSeek, c'est le modèle à la chinoise, beaucoup plus sobre, beaucoup moins gourmand en puissance ou en énergie également. Oui, mais alors, on va voir. Sur DeepSeek, bon, ce qui se passe, c'est que sur l'intelligence artificielle, il y a un niveau de consommation, enfin de puces et d'énergie qui est lié à l'entraînement. Oui. Donc l'entraînement, vous entraînez votre intelligence artificielle sur un jeu de données fermé. Voilà, donc vous lui apprenez à réfléchir et vous regardez en lui donnant des données à chaque fois un peu plus grosses si globalement tout ça va bien dans le sens de ce que vous voulez, de manière de réfléchir. Et après, entre guillemets, vous la lâchez dans le grand bain. Et là, elle a accès à toutes les données. Oui. Et là, la consommation, ce qu'on appelle l'inférence, quand c'est en live, elle est beaucoup plus grosse. Et donc, il y a un effet boule de neige. Donc, et DeepSeek, eux, en fait, ils arrivent et ils ont bénéficié de l'entraînement. Et donc, c'est pas entre guillemets dans les comptes de DeepSeek. Donc oui, après, ils nous disent, on sait faire mieux avec moins d'argent. Oui, et avec quand même un héritage de... Bon. Et puis là, j'ai vu en plus des boîtes comme Alibaba ou ByteDance, qui sont des gros entraîneurs de modèles et fournisseurs de modèles IA en Chine, sont en train de déplacer justement les lieux où ils entraînent leurs modèles en dehors de Chine pour continuer de bénéficier aussi des GPU Nvidia. Ce qui montre bien quand même que pour entraîner leurs modèles, ils comptent encore, au moins pour un temps, sur les GPU Nvidia. Vous êtes venu avec ce graphique aussi de l'écosystème IA. Alors, vous nous citez Nebius, qu'on voit notamment parmi les sociétés citées. Il y a quand même une entreprise... Éligible PE1, d'ailleurs. Éligible PE1, c'est ça qui est top. On a une tech, elle est basée à Amsterdam. Alors, elle est cotée au Nasdaq, mais basée à Amsterdam. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, celle qui ressort, et que vous avez mis en vert d'ailleurs, qui ressort quasiment à tous les étages de l'écosystème, c'est Google. C'est la vedette de ce mois de novembre. Oui, en fait, qui était vraiment dans l'angle mort. Bah oui. Parce que ça faisait partie des titres dans les 7 magnifiques. Voilà, il y avait Nvidia qui marchait bien, qui captait toute l'attention. Et pire, Google, c'était style, oui, mais enfin ça, la pub, ça va pas tenir chez Google, c'est plus gros de leur revenu. Donc en gros, avec ce truc, ils ont été leaders pendant tellement d'années. Certains étaient là en se frottant les mains, ça y est, ils vont perdre leur leadership. Bon, manifestement, non, ils ont un peu plus de ressources que prévu. Et donc, ils viennent pas de nulle part, encore une fois, on le rappelle. Peut-être que l'anomalie, c'était d'ailleurs qu'ils étaient aussi en retard sur Gemini, sur leur modèle IA, pendant aussi longtemps, entre guillemets, par rapport à ChatGPT. Et en fait 3 ans seulement que tout ça arrive et existe. Et donc, pareil, voilà, là, c'est l'instant Google. Je pense qu'il pourra y avoir un instant Meta, un instant Amazon, il y aura peut-être un instant Apple. Ça va tourner un peu. Parce qu'en chaque fois qu'on va sortir un modèle un peu plus performant, on se dira, tiens... Surtout par rapport à un OpenAI, c'est des boîtes qui ont plusieurs fers au feu, qui ont du cash, qui ont prouvé qu'elles savaient pivoter, faire des transformations, transformer une idée en cash. Microsoft a été leader de tous les cycles technologiques passés, de l'informatique au cloud computing, en passant aujourd'hui par l'IA. Des boîtes qui sont capables de rester leaders à ces tailles-là dans chaque cycle technologique. Et puis surtout, de pouvoir financer un investissement par des revenus qui viennent d'autres métiers. Et c'est peut-être là où ça va coincer un petit peu au bout d'un moment pour OpenAI. Comment on s'expose aujourd'hui à ce thème de l'IA? Donc toujours les pelles et les pioches? Toujours les pelles et les pioches. Nous, on a du mal à descendre, comme le disait Bertrand, jusqu'à ces plus petits acteurs qui peuvent en bénéficier. On voit très clairement leur croissance. On voit leur croissance en bourse, également leur performance. Et ça nous effraie. Je ne peux pas dire l'inverse de ce point de vue-là. Quand je dis ça nous effraie, c'est qu'on y va avec plus de parcimonie que l'indice. Mais parce qu'il n'y a pas encore une boîte aujourd'hui qui a communiqué clairement en disant « moi j'utilise de l'IA et voilà ce que ça me rapporte en plus comme bénéfice ». Oui. Par contre, le fait qu'elle ait communiqué pour dire « moi j'utilise de l'IA », ça, elles le font toutes. Et c'est ce qui nous inquiète. Bien sûr. Et c'est idiot, mais c'est ce qui nous inquiète en réalité. On a vu aussi, c'est ça un moment qui a dû attirer aussi le terme de bulle, c'est qu'on a vu en réalité plaquer un peu partout le terme d'IA, le terme de révolution d'intelligence Mais le marché ne paye pas. Je trouve ça intéressant. Le marché n'est pas prêt à prendre le risque encore de se projeter sur des entreprises qui vont bénéficier de l'usage de l'IA. Le marché privé, oui. Le marché boursier, moins, en tout cas nous concernant. Parce que des niveaux de valorisation, encore une fois, je suis très obtus là-dessus, mais des niveaux de valorisation parfois qui nous retiennent quelque peu parce que les hypothèses étant ce qu'elles sont très importantes. Donc la valorisation, comme le disait très bien Bertrand, elle est tout à fait audible d'un point de vue comptable. Mais encore une fois, on a du mal à adhérer à de la linéarité comme ça de croissance des bénéfices tel que ça nous est présenté. Peut-être à tort, mais on croit encore justement dans cette rotation et dans cette capacité d'un modèle à s'améliorer, ce qui signifie qu'il n'y en aura pas pour tout le monde.
Vous suivez toujours les marchés de crédit, bien sûr. Ça reste des actifs clés, centraux dans des allocations d'actifs, et bien sûr pour des clients privés, entre autres. Kevin, pour faire le lien avec l'IA, est-ce que l'IA est en train de devenir un sujet crédit, justement? Et est-ce que les marchés de crédit, moi, les gérants crédit m'ont expliqué que maintenant, oui, chaque trimestre, ils regardent les résultats de Nvidia désormais. La réponse est oui. Ça ne se voit pas sur ce graphique, j'en suis absolument navré. C'est ça. Mais globalement, le petit rectangle que j'ai voulu mettre en exergue, c'est le mois, effectivement, et on voit des augmentations de spread. J'y reviendrai, mais pour faire le lien effectivement avec ce que l'on se dit sur l'IA, c'est que si on descend l'indice, notamment investment grade, parce que les boîtes technologiques que l'on cherche, elles sont plutôt dans le segment investment grade, on le voit, on a une légère tension sur le spread et surtout on a des CDS, donc des primes de défaut de ce point de vue-là, qui aujourd'hui réatteignent les niveaux moyens de l'investment grade, ce qui n'était pas le cas pour le segment technologique. Donc oui, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui n'est absolument pas pris en compte d'ailleurs par la partie action. On voit là un espèce de découplage. Le marché crédit s'en inquiète en relatif de ce qu'il était très calme. Le marché action ne bouge pas. Mais oui, effectivement, ce financement dont on parle, il se fait par la dette de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on coupe les rachats d'actions dans les hyperscalers et on s'endette en plus du cash que l'on a déjà en portefeuille. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un sujet, et on le voit dans le crédit, tout ce qui est lié au crédit aujourd'hui a des primes de risque qui sont en train de s'écarter largement. Je ne parle pas d'Oracle. C'est juste un repricing. Oui, Oracle, c'est à part. Voilà. En plus, ils sont cash négatifs. Absolument. Mais sur les grands hyperscalers, oui, vu les montants qu'ils vont être amenés à lever, c'est pas des gros émetteurs de dette. Alors oui, ils peuvent lever 5 milliards comme ça. Mais là, on parle de taille de 20, 25 milliards, etc. Et il faudra le refaire. C'est normal que le marché, même avec la qualité de bilan d'un Microsoft ou d'un Meta ou je ne sais quoi, c'est normal que le marché demande quand même une petite prime supplémentaire pour absorber toutes les émissions qui vont arriver. Absolument, et c'est là où on en revient à ce graphique, c'est qu'il faut quand même avoir en tête effectivement que les spreads sont très tassés de ce point de vue-là, et donc il était très naturel d'avoir en fait un repricing qui encore une fois n'est pas inquiétant, mais juste en relatif d'un spread qui était d'autant plus tassé pour les techs. Mais ce papier va s'arracher. Oui, totalement, mais évidemment. Aujourd'hui, le moindre spread de crédit aux États-Unis se paye, notamment, vous le savez, parce que l'investment grade, la yield, américain est peu regardé, notamment par les institutionnels européens, et donc le papier investment grade en dollars s'arrache, le papier tech va s'arracher. Moi, on m'a expliqué qu'en plus, il y en aura pour la zone euro. C'est-à-dire que ces boîtes-là vont avoir de l'intérêt aussi, évidemment, parce que les écarts de taux sont différents, à venir émettre en euros. Évidemment. On avait beaucoup de boîtes européennes qui émettaient en dollars passé un temps, c'était les Yankees. C'est ça. Là, on va avoir les reverse Yankees, c'est-à-dire des boîtes américaines qui vont venir émettre sur le marché européen en euros. Et chinoises, si vous le permettez. On voit également des émissions chinoises, enfin en tout cas des entreprises chinoises, venir se financer en euros, non plus en dollars. Bon, là, on rentre dans une rotation de différente, mais très intéressant effectivement pour les investisseurs européens. Et vu la déprime des spreads à l'heure actuelle, ce sera bienvenu. Sur le risque crédit derrière l'IA donc, comme le démontrait très bien Kevin, en termes de valorisation, alors je fais un pot global, mais on est quand même sur des niveaux où c'est pas cadeau. Une bonne manière de détendre les spreads, c'est qu'une boîte fasse une augmentation de capital. Oui, alors, parce qu'en fait, là, on est sur des niveaux de valorisation où c'est pas complètement illogique de pouvoir le faire. Et ça pourrait être un signal de se dire, ok, tiens, je lève des fonds, et je pense qu'il les trouverait sans trop de difficulté. Sachant que de l'autre côté, il y a toujours cette logique de rachat d'actions qui fait que, si vous voulez, la dilution pour l'actionnaire, ce serait un petit coup d'accordéon, quoi. D'accord. C'est sur un an. Donc, c'est pour ça que il y a le sujet Oracle, ça c'est vrai. Là, pour le coup, on a vu monter les CDS et baisser le cours. Là, c'est très, très net. Mais sur les autres, je me dis, voilà, on a de la place encore. Ah oui. Oui, non, mais on a de la place. Des boîtes qui lèvent 25 milliards comme ça, c'est ce que je rappelais encore hier. Il y a des États qui ont du mal à lever 25 milliards quand ils ont besoin de le faire. Donc, et puis surtout, c'est des sociétés qui vont monétiser. Elles ont déjà des clients. Donc, si on prenait Microsoft tout à l'heure, vous pouvez déjà avoir Copilot pour 20, 30 euros par mois. Enfin, déjà, voilà. Donc, ils ont une base installée. Ils sont capables de très rapidement monétiser. Donc,
On projette entre 5 et 10%. Enfin, ChatGPT nous dit, voilà, j'arriverai à monétiser entre 5 et 10% de, alors, mes milliards d'utilisateurs, parce qu'ils visent plus de 2 milliards d'utilisateurs, ils sont à autour de 800 millions aujourd'hui, mais toujours avec cette échelle de monétisation d'utilisateurs entre 5 et 10%, voilà, ce qui peut vite se chiffrer en centaines de milliards de dollars si jamais ils arrivent à une base installée de plusieurs milliards d'utilisateurs. Dernière question pour conclure, il nous reste 1 minute. Ce sera un des derniers événements de cette fin d'année, Kevin. La prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale américaine le 10 décembre. Mon pronostic, la réponse Non. est oui, Oui, je l'espère. Mais c'est ce que nous dit le marché. C'est ce que nous dit le marché. C'est ce qu'il nous dit depuis quelques jours. Ça a été très volatile. Extrêmement intéressant sur le mois. On a vu une nervosité de ce point de vue-là. Bah, on en revient à ce que l'on disait. On n'a pas de nervosité sur les fondamentaux. Tout va très bien. L'élément de l'équation qui pêche aujourd'hui sur le marché, c'est la politique monétaire. On a un retour effectivement des données statistiques. Les données statistiques sont très contrastées. La Fed a dit « je suis data dependent ». On se retrouve avec un écart. On est quand même passé de 25% de probabilité de non-baisse de taux à maintenant 85%, comme vient de le dire Pauline en introduction. On reste effectivement sur un scénario de baisse et on en a besoin parce que globalement le marché le prendrait très mal de ce point de vue-là. Bon. Ce sera un bon signal pour terminer cette année boursière. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour dresser ce grand tableau de bord des marchés, comme chaque dernier vendredi du mois. Kevin Lenouaille, Avant-Garde Family Office et Bertrand Lamiel, Ports en par gestion.